La relation entre l'animation socioculturelle et le monde politique. Tel est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Pour quelles raisons entamons-nous cette discussion ce matin? Pour l'illustrer, nous pouvons nous référer à la situation que vit notre association, l'Espace de Lagrange. Celle-ci a déposé un projet social en décembre 2020 auprès des services de la CAF de Moselle en vue d'obtenir un agrément centre social. Le 26 janvier 2021, nous participons à un comité partenarial auquel participent la CAF de la Moselle, la ville de Metz, la Fédération des centres sociaux de Moselle et nous-mêmes. Au cours de ce comité, la CAF nous demande de retravailler 4 points qui sont la notion d'accueil, l'introduction du document, l'animation jeune et la transversalité de la référente famille. Aussitôt, bénévoles et professionnels de l'association se mettent au travail et envoient au service de la CAF de la Moselle le document intégrant ces 4 points retravaillés. Cet envoi est réalisé le 12 mars au matin. Dans l'après-midi de cette même journée, 3 agents de la police municipale de Metz nous amènent une lettre émanant du maire de la ville de Metz. Cette lettre stipule que nous devons quitter les locaux le 1er septembre 2021 car nous ne tenons pas notre rôle fédérateur sur le quartier et que, en raison de notre organisation, nous ne saurions raisonnablement obtenir l'agrément centre social émanant de la CAF. Or, le jour de la réception de la lettre, nous sommes le 12 mars 2021 et le conseil d'administration de la CAF qui va statuer sur notre dossier est programmé pour le vendredi 16 avril 2021. La CAF de la Moselle est une institution dirigée par les syndicats patronaux et salariés. La ville de Metz est une collectivité territoriale dirigée par des élus politiques. Le centre social est une association dirigée par un conseil d'administration élu par ses membres. Il reçoit des subventions émanant des institutions et des collectivités territoriales. Il est une émanation de l'éducation populaire au service des habitants de son quartier, la Grange-aux-Bois. Comment s'articulent ces différentes entités? Comment peuvent-elles s'entendre pour la mise en place d'un projet social? Quel est le lien entre le monde associatif et les collectivités territoriales? Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'y répondre ce matin. Pour cela, nous avons 3 invités qui sont Monsieur Alain Mathieu, consultant en organisation des établissements sociaux et médico-sociaux. Alain a une longue carrière derrière lui. Ancien directeur de centre social, ancien directeur du comité d'entraide aux Français rapatriés CHRS à Nancy. Vous êtes aujourd'hui retraité et consultant en organisation des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous êtes domicilié dans la région de Nancy. Bonjour Alain. Monsieur Jean-Luc Foggiato, ancien directeur du centre social Ville Plurielle à Hamécourt. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais restez très engagé dans la vie associative. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Enfin, Monsieur Pascal Goutebel, habitant du quartier de la Grange-aux-Bois. Vous êtes un usager de notre association. Vous êtes marié, avez 2 enfants et êtes un travailleur frontalier. Bonjour Pascal. Bonjour. Ces 3 personnes que je viens de vous présenter vont nous exposer tour à tour leur vision de la relation entre l'animation socioculturelle et le monde politique. Puis, nous aborderons les questions posées par les habitants lors de la manifestation que nous avons organisée le samedi 27 mars 2021. Enfin, vous qui nous suivez sur YouTube, pouvez aussi poser vos questions. Vous avez un chat. Pascal, je rappelle, habitant du quartier, vous êtes marié et papa de deux petites filles. L'aîné fréquente notre structure dans le cadre du périscolaire. Alors, comment avez-vous appris cette nouvelle? Êtes-vous inquiet? Bien que le maire, dans un courrier du 19 mars 2021, adressé à tous les habitants du quartier et déposé dans chacune des boîtes aux lettres, tente de vous rassurer en vous assurant de la continuité du périscolaire. Pouvez-vous vous présenter et nous dévoiler votre vision de cette relation, s'il vous plaît? À vous.
Oui, bonjour. Donc, voilà, je travaille dans l'informatique. Je suis donc frontalier au Luxembourg. Je suis arrivé au quartier de la Grange aux Bois en 2015 et j'ai été, avant cela, trésorier au sein d'une association sportive. Alors, comment j'ai appris la nouvelle? Ben, par l'article qui est paru sur les réseaux sociaux et le Républicain Lorrain lors de la réception de ce courrier. J'avoue avoir été très surpris de la manière expéditive dont ça a été fait. J'ai posé des questions sur les réseaux sociaux auxquelles l'adjoint au maire, M. Tariq, a répondu. Elle ne m'a rassuré que partiellement, puisqu'il disait que le périscolaire continuerait bien jusqu'au 2 septembre. Donc, moi, je m'interroge sur la suite de la prochaine rentrée scolaire. Ensuite, nous avons reçu le courrier de Monsieur le maire, qui assure que le périscolaire va continuer la rentrée prochaine, ce qui me rassure, mais partiellement, parce que je voulais quand même dire deux choses par rapport à tout ça. C'est que certes, mon aîné profite de la structure, mais il n'y a pas que le périscolaire, elle participe aussi à toutes les activités et au centre aéré. Il y a eu des sorties scolaires qu'elle apprécie beaucoup, qui lui manquent depuis 2020 et la situation sanitaire, hein. Je pense notamment aux jeux de piste à la cathédrale, qui lui avait beaucoup plu, ou alors à la visite du centre Pompidou. Et chose aussi, là en tant que travailleur frontalier qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'aujourd'hui votre structure offre une belle amplitude horaire, ce qui me permet de pouvoir aborder la notion de retour sereinement. Et également, le centre aéré offre aussi une ouverture, il me semble, sur toutes les semaines des vacances, ce qui me permet de m'organiser aussi de manière très flexible vis-à-vis de mon travail. Et là-dessus, je n'ai pas eu de réponse quant à mes inquiétudes. Donc, ma vision quant à la relation entre l'animation socioculturelle et le monde politique, donc je vais offrir cette vision en tant qu'usager. Et l'animation, entre guillemets, socioculturelle, dans le cas de l'éducation populaire, c'est donc offrir des activités, mais pas qu'aux enfants, hein. Je trouve qu'il y a un très gros amalgame qui est fait avec le périscolaire, le scolaire et les enfants. Mais donc, on parle de tous les habitants du quartier, hein, de toutes les activités qui peuvent se faire au niveau du quartier. Et donc, le monde politique doit répondre à des besoins. Je dis bien le doit, puisque je pense que c'est également un devoir, doit répondre à un besoin, et il est à l'écoute des habitants du quartier, qui sont également les électeurs, doit répondre à un besoin et participer. Je pense que cette relation doit être un partenariat avec l'animation socio-culturelle, pardon, et donc doit participer à la mise en place et à la mise en disposition des ressources quant à ce projet, à ces services qui sont rendus aux habitants du quartier. Alors maintenant, ce qui m'amène à certaines questions, peut-être qu'on aura les réponses sur comment faire le référencement de ces besoins, de ces attentes des habitants du quartier et comment répondre à cette offre et comment mettre à disposition ces moyens. Merci beaucoup, Pascal. C'était très intéressant. Tournons-nous maintenant vers Jean-Luc. Je rappelle, habitant dans la région d'Aumécourt, vous êtes à l'origine de la création du centre social Ville Plurielle d'Aumécourt. Vous l'avez dirigé et développé. Aujourd'hui, vous restez à la retraite, mais très engagé dans la vie associative. Pouvez-vous, à votre tour, vous présenter et nous dévoiler votre propre vision de cette relation, s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Jean-Luc Foggiato. J'ai été directeur d'un centre social à Aumécourt qui a commencé par employer 2 personnes et aujourd'hui il emploie en gros 60 personnes, 45 équivalents temps plein. On a commencé avec un budget de 75 000 € et aujourd'hui on gère 2 millions d'euros.
Donc c'est bien, on était sur un développement consenti par les politiques comme par le monde associatif. Donc moi je vais vous donner une vision quand même plus globale que Pascal, puisque Pascal, lui, il s'est placé en tant qu'usager, moi je me place en tant que représentant du monde associatif. Les relations entre le politique et l'éducation populaire doivent s'inscrire, à mon avis, dans un respect mutuel. Les deux mondes sont issus d'une démarche démocratique de représentation. Le monde politique est élu par les citoyens, le monde associatif est élu par les adhérents. La grande différence, c'est que le monde politique prélève et décide de l'impôt et que le monde associatif a besoin de ses ressources pour exister. Ce qui le rend de plus en plus dépendant des engagements des politiques à tous les niveaux, que ce soit l'État, la région, le département, l'interco, les villes. On se retrouve prisonnier de ces décisions. Pour rendre plus lisibles les relations entre ces deux mondes, il nous faut s'inscrire dans une démarche de contractualisation et non de marché public ou de délégation de services publics qui, à mon avis, marchandise l'éducation populaire et lui fait perdre son sens premier qui fait passer les relations bassement commerciales avant les relations humaines. La contractualisation des relations ne doit pas enfermer les représentants de ces institutions dans une démarche mortifère, mais bien de faire connaître le contenu qu'ils désirent partager et donc d'accepter que chacun peut avoir d'autres préoccupations. De plus, cette convention doit être un outil très pointu qui s'inscrit dans le temps pour nous permettre d'enclencher une démarche de projet et non une démarche de résultats et de services rendus immédiatement. La notion de partenaire que cette convention sanctuarise doit obligatoirement être associée à une démarche d'évaluation pour nous permettre de mieux actualiser celle-ci et rendre les relations plus fluides et plus constructives. C'est en mettant en place ce type de démarche que l'éducation populaire continuera d'exister et de former des citoyens et qu'elle continuera de faciliter l'accès au savoir et à la culture, tout en permettant d'améliorer le système social et en étant innovant. Là, moi, comment je vois en tout cas les relations entre le politique et l'éducation populaire. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. De toute façon, on va revenir sur ce que vous avez dit, puisqu'après le débat s'enclenchera. Tournons-nous maintenant vers Alain, je rappelle, habitant de la région nancéenne, actuellement à la retraite, mais consultant en organisation des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous avez aussi été chargé de cours à l'université Paul Verlaine, Lorraine, et accompagnateur pour les validations d'acquis d'expérience pour les diplômes CAFDES et CAFERUIS. À vous l'honneur. Pouvez-vous vous présenter et nous dévoiler votre vision, s'il vous plaît? Bien, bonjour à tous. Écoutez, oui, donc effectivement, je suis aujourd'hui à la retraite, mais en voyant un peu votre situation, j'ai l'impression que l'histoire repasse les plats parce que j'ai dirigé il y a plus de 20 ans le centre social de Bellecroix et déjà à l'époque, la situation que vous rencontrez était assez semblable à celle qu'on a rencontrée il y a plus de 20 ans à Bellecroix et à cette époque-là, finalement, quand on ne veut plus son chien, on dit qu'il a la rage. J'ai l'impression que c'est un peu la même histoire qui est en train de se reproduire. Donc aujourd'hui, moi, je pense que pour toute la vie associative, pas simplement pour les centres sociaux, il y a urgence à repolitiser le débat de la vie associative, pour rentrer dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Et je pense que c'est un peu aussi tout le sens que vous vouliez donner à cette rencontre d'aujourd'hui. Mais ce qui arrive durant ces dernières décennies, et ce qu'on a vu surtout arriver, c'est qui a véritablement été une chose qui a été celle des appels à projets. On a vu exploser une réalité, celle des appels à projets, qui est devenue une doctrine d'État. Et l'action des pouvoirs publics est à présent guidée par des objectifs de performance économique, d'imposition de nouvelles normes de rentabilité, de productivité, de formatage des modes d'intervention et surtout du tout mesurable. Et là, c'est souvent au détriment de la question du sens.
cela a fini par imposer un certain nombre de choix et ça a conduit à l'instrumentalisation des associations. Autrefois, lorsqu'on avait un projet dans la vie associative, on le présentait aux financeurs dans le cadre d'un dialogue qui souvent nous permettrait de finaliser l'action. Aujourd'hui, il faut répondre à des appels à projets. L'action a été pensée en dehors des acteurs de terrain par une administration, une collectivité qui recherche un opérateur, si possible au moindre coût, pour mettre en œuvre une action qui d'ailleurs ne correspond pas forcément aux attentes d'une population. En réalité, on assiste à un manque de considération du fait associatif, mais également un manque de considération de l'engagement des bénévoles et des professionnels. Ces derniers mènent au quotidien sur le terrain des actions qui répondent davantage aux demandes et aux besoins réels de la population, hein, puisque ces réponses sont construites en concertation avec les habitants. La parole politique contribue parfois à diviser, voire à dévaloriser l'action des associations qui, au quotidien, mènent sur différents territoires des actions dans le temps long, alors que nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation, de l'immédiateté, celle du tout de suite et maintenant. Les associations ouvrent des horizons aux plus jeunes, aux plus précaires, mais également aux personnes âgées. Leurs résultats se mesurent dans le temps. Il y a un proverbe hongrois qui dit que ce n'est pas celui qui plante un noyer qui en récoltera les fruits, mais que c'est la génération suivante qui bénéficiera de la récolte. Eh bien, l'action des associations porte souvent ses fruits sur la génération suivante. La vie associative, elle est parfois piétinée par des personnages politiques ou des administrations, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes qui déplorent la montée de l'abstention, le communautarisme, la méfiance et la défiance envers les responsables politiques et l'administration. Et bien qu'ils évoquent en permanence le partenariat, leur conception s'apparente non pas à un type de co-construction, mais bel et bien à une instrumentalisation. Je paye, donc je décide. Ils nous traitent comme si nous n'avions aucune conscience de la bonne utilisation des fonds publics. C'est quelque peu oublié que le fonctionnement démocratique d'une association passe par la présentation en assemblée générale des comptes et par le contrôle des comptes par les trésoriers, par des comptables, souvent d'ailleurs des cabinets extérieurs, et par des commissaires aux comptes, notamment lorsque les associations ont des subventions d'une certaine importance. Et cette façon de dialoguer avec le monde associatif est un véritable détournement de sens. Cela contribue au délitement de la démocratie et finalement à l'amenuisement de la vie associative. Pour certains, cela peut paraître comme insignifiant, parce que ça concerne d'après eux que quelques quartiers, que quelques catégories de gens. C'est même tout compte fait une économie budgétaire. En réalité, il s'agit d'une mutation sociale qui s'opère et où les gens ne vont pas forcément s'y retrouver. Certains territoires risquent de rentrer en crise car ils seront dévitalisés. Certains le sont déjà. Ils sont frappés par une déshumanisation et ils sont sortis progressivement du vivre ensemble. Les associations, à travers leur action au quotidien, évitent que se développe grand nombre de discriminations en raison de l'origine, de la culture, de l'orientation sexuelle, de la fracture numérique. Leur implantation dans les quartiers permet précisément de lutter contre toutes ces formes de discrimination. Bien évidemment, il ne s'agit nullement de remettre en cause la démocratie représentative, ni même la légitimité des élus politiques. Il s'agit simplement de sortir de ce processus qui nous paraît et nous semble inéluctable. Pour cela, il nous faut prendre conscience des choses, individuellement et collectivement. Je pense qu'il y a une nécessité à remobiliser le concept de l'éducation populaire. Je sais bien que pour certains, il apparaît comme ringard et même complètement dépassé.
En réalité, il n'en est rien. La vie associative permet à chacun de vivre l'expérience de l'engagement individuel et collectif. Elle permet de mettre fin aux intolérances et au délitement des solidarités, pour faire en sorte que chacun puisse véritablement vivre comme étant un membre égal d'une communauté humaine. Or, nous savons bien que l'égalité affichée au fronton de nos édifices publics n'est pas une égalité réelle. L'éducation populaire est un projet de société qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et culturelles. Elle permet l'expérience de l'estime de soi et celle des autres. C'est ainsi que se fabrique l'estime sociale. Elle nous demande de nous décentrer, de regarder autour de nous ce qui se passe, ce que vivent les autres. Cela suppose qu'on accepte leurs différences, leurs singularités, et surtout qu'on accepte ce qu'ils apportent à la société. Lorsqu'on parle d'inégalité sociale, on parle en réalité de choses concrètes, de drames humains, de vies qui sont dévalorisées ou abîmées. Réduire ces inégalités, c'est lutter contre l'abandon collectif de personnes qui pourtant ont théoriquement dans notre société les mêmes droits que tout à chacun et qui devraient avoir la même chance de se construire un avenir. Remobiliser le concept de l'éducation populaire en l'adaptant à notre époque, c'est donner la possibilité à chacun de faire des choix, de s'exprimer en tant que citoyen, c'est aller vers des formes de démocratie participative. Les associations sont les acteurs tout désignés pour relier le lien de la discussion, du dialogue, pour mettre en débat les désaccords et pour construire de l'humain, avec de l'humain, un échange citoyen. Le dialogue avec les pouvoirs publics est nécessaire pas simplement pour obtenir des financements, mais pour faire vivre la démocratie et la participation de la société civile à la vie de la cité. Les centres sociaux ont su de tout temps créer des espaces d'échange et de dialogue entre les élus politiques et les citoyens. C'est de cette façon qu'ils tentent d'élaborer en permanence des réponses en lien avec les enjeux sociétaux, égalité des droits, l'environnement durable, le développement, la santé publique, l'éducation, la lutte contre les discriminations et encore bien d'autres choses. À travers ce dialogue, il mobilise la participation des habitants dans la production de projets partagés qui font sens, car ils favorisent l'implication des habitants et leur participation à la co-construction des politiques publiques appuyées sur la connaissance, les besoins et l'expertise des habitants. La co-construction permet d'associer toutes les parties prenantes à la réalisation et la réussite des projets. Elle permet de transcender les intérêts particuliers. Merci beaucoup, Alain. Alors, vous assistez longuement sur la notion de projet et principalement sur la participation des habitants et leur mobilisation. Mais vous dites aussi, l'action des pouvoirs publics est guidée par un objectif de performance économique et l'imposition de nouvelles normes de rentabilité, de productivité qui ont fini par imposer un certain nombre de choix et conduit à l'instrumentalisation des associations. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie? Ben oui, effectivement, moi, la question aujourd'hui, c'est de savoir si réellement les décideurs politiques ont envie de faire vivre la complémentarité entre les décideurs et les associations, ou s'ils se contentent simplement d'une approche exclusivement gestionnaire, et pour faire en sorte que les associations deviennent productrices de services à bas coût, tout en remplissant des missions de service public. C'est du low cost. En fait, si vous voulez, des fois, on pourrait dire à nos financeurs, si vous savez le faire à ce prix-là, faites-le vous-même. Et repolitiser le débat, c'est engager une réflexion politique sur ce qu'il est possible de faire pour tenter d'améliorer la condition de vie de nos associations. Parce que quand la condition de vie des associations va bien, les actions qui sont conduites sur les territoires portent leurs fruits. Si vous voulez, autrefois, les associations touchaient un financement pour leur fonctionnement.
Aujourd'hui, plus personne paye du fonctionnement. On vous paye des actions, on vous paye de l'investissement. Mais si vous voulez, quand vous répondez à un appel à projet aujourd'hui, alors déjà, vous allez les payer en monnaie de singe, parce que si vous voulez, vous allez leur servir ce qu'ils ont envie d'entendre pour obtenir l'appel à projet. Et il fut un temps où tous les projets, il fallait qu'il y ait des mots-clés comme le mot participation, citoyen. Si les mots-là ne figuraient pas dans votre réponse, vous n'aviez pas de réponse positive. Bon. Mais en supposant que vous ayez même une réponse positive à votre appel à projet, je me place, moi, dans l'autre cas où vous n'avez précisément pas été retenu. Personne ne paye ce travail que vous avez fourni pour répondre à l'appel à projet. Donc, vous avez une perte réelle. Voilà. Et quand vous avez obtenu une réponse positive à l'appel à projet et qu'il faut rendre des comptes, une fois de plus, vous répondez avec ce qu'ils ont envie d'entendre. Et tout ça, des fois, c'est très éloigné des réalités concrètes sur le terrain. C'est-à-dire qu'on se coule dans le moule parce qu'on est contraint par une forme administrative. Voilà. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, repolitiser le débat, c'est engager une réflexion politique sur ce qui est possible de faire pour tenter d'améliorer les conditions de vie des associations. Mais ça nous oblige à remettre en cause certains de nos automatismes et nos certitudes pour recouvrer et retrouver plutôt de nouvelles prises pour l'action. On a besoin de mieux faire comprendre ce qui se passe sur le terrain, comment les choses y sont vécues et appréhendées par les habitants, puisque ce sont eux, jusqu'à preuve du contraire, qui font l'histoire des quartiers. Donc, on a développé ces capacités de diagnostic. Il ne s'agit évidemment pas de combattre les décideurs politiques, ni même de les faire plier, ça c'est un combat perdu d'avance. Il s'agit plutôt de mettre tout en œuvre pour réactiver et amplifier le débat contradictoire afin de recouvrer un certain sens des responsabilités associatives. Et ça passe, à mon avis, par la formation des bénévoles qui doivent penser ou repenser la question de la gouvernance associative. Aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit plus pour exercer les fonctions de porteur de projet, ni la fonction d'employeur. Les choses se sont terriblement complexifiées. Mais ça passe également par la vie fédérative et par les liens avec les organisations de type CRAGEP, le mouvement associatif, la fédération des centres sociaux, les mouvements d'éducation populaire en général et la vie fédérative. Malgré tout ça, moi je reste quand même intimement persuadé que la vie associative est et reste un acteur indispensable au bon fonctionnement de notre société. Imaginez un instant demain, c'est un rêve un peu fou, que toutes les associations de France se mettent en grève. Je vous dis, le pays s'arrête. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire. Justement, ça nous donne l'occasion. On comprend bien qu'il y a différentes logiques pour lesquelles il serait intéressant de parvenir à les mettre dans une même énergie, dans une même dynamique. Et justement, là, le 27 mars, là, quand les habitants sont venus et ont posé leurs questions, j'ai un groupe de questions que j'ai regroupé dans une thématique que j'ai appelée l'autonomie du monde associatif. Et dedans, il y avait 3 questions. Quelle influence doit avoir la municipalité sur l'animation socioculturelle? Comment assurer l'autonomie du monde socioculturel? Et le centre social a-t-il un impact politique? Quelqu'un veut-il s'exprimer sur cette question? Oui, la municipalité, si vous voulez, en tant que telle, n'a pas à avoir un impact direct sur l'action socio-éducative. L'action socio-éducative, c'est une politique qui est mise en œuvre par un conseil d'administration, sauf à démontrer que ce qui serait mis en œuvre serait dans l'illégalité, ça ne concerne pas un choix de la municipalité en tant que telle. Elle est là pour accompagner, parce que ce qui est fait par la vie associative sert l'intérêt général. Ok.
On avait un autre groupe de questions, c'est la relation entre la ville et le monde associatif. Pourquoi, enfin, des habitants posaient les questions suivantes. Pourquoi ne pas attendre l'autorisation de la CAF avant de prendre une telle décision? Quel est l'intérêt de remplacer une équipe associative qui fonctionne et qui est appréciée en attente d'agrément de la CAF? Et enfin, pourquoi ne pas avoir soutenu ou aidé au lieu d'expulser? Mais Pascal voulait prendre la parole, je crois. Allez-y, Pascal. Oui, je voulais juste, par rapport aux questions sur le thème l'autonomie du monde associatif, vous parliez, Alain, de projets, d'appels d'offres, de répondre en appel d'offres. Et moi, je parlais tout à l'heure d'un partenariat entre le monde politique, donc en l'occurrence ici, dans ce qui concerne le centre culturel, la municipalité. Et est-ce que ce centre socioculturel, le centre social a un impact politique? L'impact politique est réel puisqu'il y a une action concrète sur le terrain, des actions concrètes sur le terrain en direct. Et j'ai plus souvent affaire à vous, au centre socioculturel, que aux élus de la municipalité. Mais là où je veux dire répondre à l'appel d'offres, ça m'induit qu'il y a deux manières d'exister dans cette relation, dans ce partenariat entre la municipalité et le centre socioculturel. Soit c'est la municipalité qui, entre guillemets, impose son projet en faisant, je suppose, un appel d'offres auquel vous devez répondre, soit il vous demande un projet que vous devez construire et présenter. Et cette influence vient de là sur le fait de soit financer le projet que vous voulez porter, soit financer le projet qu'elle veut imposer. Et je voulais juste réagir là-dessus sur ces deux questions. Moi, je voulais ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des appels d'offres, des délégations de services publics pour tout ce qui est relation avec le monde politique. Alors, on marchandise sans arrêt, on ramène tout au commercial, aucune relation humaine, ils sont pris en compte. Si vous, de quelle façon vous rentrez dans ces domaines. L'association, c'est bien des gens qui défendent un projet sur un territoire. Le centre social, il n'est pas né comme ça dans la tête d'une personne. Il est bien né d'un groupe qui a voulu défendre un projet sur un territoire pour amener de l'innovation sociale, des choses qui n'étaient pas partagées au départ. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait carrément revoir les façons des relations avec nos élus et de supprimer tout ce qui est marché public. Puisque marché public, ça veut dire on me donne un ordre et je réponds à cet ordre. En DSP, on nous dit comment il faut faire et vous faites le service public comme je le veux. On n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la démarche de projet, on n'est pas dans la façon de mettre en œuvre et d'aller chercher les ressources au local. Et on n'est pas à la mise en valeur du monde associatif et des bénévoles. Parce qu'ils ont des compétences, ces gens-là. Ils ne sont jamais pris en compte, mais ils existent. On peut pas, par exemple, venir vous mettre dehors comme des gens qui n'avaient pas payé un loyer, quoi. Votre loyer, vous l'avez payé depuis des années par votre engagement sur le territoire, par tout ce que vous faites, par toutes les relations qui sont pas mesurables en plus. Ils sont mesurables, oui, parce que Madame Intel, un jour, vous lui avez rempli un papier, puis voilà, je dirais après, oui, s'ils sont mesurables, parce que de temps en temps, oui, vous dites, ma fille, elle aime bien aller au centre de loisirs. Ouais, ok. Sauf que je pense que les élus, ils n'en sont pas là. Ils en sont aux financiers et à la démarche commerciale. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est arrivé là parce que le monde associatif a carrément abandonné le côté politique des choses. Et a dit, le politique, c'est mal d'en parler, c'est un gros mot. Eh ben non, c'est pas un gros mot. Politique, c'est bien dire s'occuper de la cité. Et moi, je m'occupe de la cité, et en restant à ma place, parce que je n'ai pas été élu d'une façon comme les maires ou les députés, mais j'ai été élu
par les gens qui adhèrent à un projet ou des usagers, puisque aujourd'hui, le monde associatif réfléchit entre la différence entre adhérents et usagers. Voilà, et je pense qu'il faut y réfléchir fortement. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, on a Alain et Pascal qui veulent réagir. Oui, Vous voulez réagir en premier? Je vais lui laisser la parole. Ok, merci. bien oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est que bon nombre de personnages politiques se sont servis de la vie associative comme marchepied pour faire de la politique. Et je vous assure que ça a été des fois ensuite les pires adversaires de la vie associative. Pas tous, bien sûr. Hein. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que je ne veux pas, moi, opposer politique et vie associative. Hein. Mais simplement, il faut des fois rétablir les choses et se poser deux questions. La première, c'est celle de dire qui a besoin de l'autre. En réalité, ce n'est pas la vie associative qui a besoin du politique, c'est plutôt, à mon avis, à cause du maillage sur le terrain, le politique qui a besoin de la vie associative pour mettre en œuvre des politiques publiques, d'accord, et des interventions sur les territoires. Ensuite, on peut se poser la question autrement pour faire valoir l'action, c'est d'imaginer, de dire, mais si demain on n'existait plus, qu'est-ce qui se passerait? Essayer d'identifier ça. Si on arrivait à la conclusion qu'il ne se passerait rien, alors qu'il fallait disparaître, c'est que ça servait à rien. Vous pensez bien que si demain, hein, un centre social sur un quartier disparaît, on ne peut pas penser un seul instant qu'il ne se passera rien. Et c'est comme ça qu'il faut essayer, à mon avis, d'avancer pour rentrer en dialogue, parce que si vous voulez, moi j'ai eu une conversation avec Noblecourt, qui était le délégué interministériel, où je lui reprochais précisément, parce qu'il se trouve que j'ai des responsabilités au niveau national, hein, que je lui reprochais cette question des appels à projets, et il me répondait deux choses. La première chose, c'est qu'on ne va pas pouvoir forcément les contourner parce que la loi a institué les appels à projets. Par contre, il était d'accord de dire qu'il faudrait peut-être revoir les choses parce que en dessous d'une certaine somme, il faudrait abandonner l'idée des appels à projets. Hein, parce que ça crée de la rigidité, hein, et de la lenteur administrative, alors que les associations, leur force, c'était précisément la réactivité sur les terrains parce qu'ils étaient en première ligne. Ok. Pascal, vous vouliez prendre la parole? Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc, à savoir effectivement que le politique et l'animation socio-culturelle se doivent de rendre des services publics et que quand on parle d'appel d'offres, financement, même projet dans le monde de l'informatique, projet, on agit sur 3 leviers, besoin, les moyens financiers et le temps, un délai. Et on a transformé finalement ces projets publics, services publics, à des projets services monnayables. On a marchandisé. Pour illustrer un peu ce que vous venez de dire, hein, moi je reprends un extrait d'un texte émanant de Christian Verrier qui parle de l'éducation populaire. Et il dit: l'éducation populaire est un moyen de faciliter l'accès au savoir, à la culture, afin de développer la conscientisation, l'émancipation et l'exercice de la citoyenneté. Est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est un projet de société, l'éducation populaire. Hein, quand on dit que ça réduit les inégalités sociales et culturelles, mais ça fait cette action-là parce que ça permet à des gens de prendre conscience de leur propre capacité, de leur potentialité, hein, de se confronter à d'autres, hein, mais dans une confrontation où ils s'enrichissent mutuellement, hein, et pas qu'ils se combattent, d'accord? Ça responsabilise les gens, hein, et ça les fait devenir acteurs. Et je veux dire que l'éducation populaire, ça a permis à bon nombre de gens, j'allais dire, d'avoir une voie parallèle lorsque, par exemple, ils n'avaient pas les réussites dans le milieu scolaire, ou ils n'avaient pas réussi pour des raisons diverses à devenir acteurs dans le milieu scolaire. Eh ben, dans l'engagement associatif, ils ont trouvé une nouvelle voie, une autre forme d'engagement, hein,
qui leur a permis de grandir. Pascal? Oui, je pense que dans cette citation, il y a quand même un mot qui est très important, qui va être le mot citoyenneté. Et cette éducation populaire, dans le texte d'Olivier Prévost, qu'on va voir après, il disait que souvent le mot citoyen était à remplacer par le mot habitant, c'est-à-dire des personnes enfants ou qui n'ont pas encore obtenu le droit de vote. Et donc, cette émancipation pour l'exercice de la citoyenneté, ça signifie en quelque sorte contribuer à créer les citoyens qui sont des acteurs de par leurs actions sur le terrain, dans le monde associatif, et des décideurs quand viendra le temps d'aller aux urnes pour élire les représentants politiques. Exact. Alors, vous avez cité Olivier Prévost, et j'ai noté une autre de ces citations qui peut enrichir le débat. On parle d'éducation populaire qui est mise en œuvre par l'animation socio-culturelle. Simplement, peut-être qu'un travers a surgi à ce moment-là. Olivier Prévost affirme que l'animation socio-culturelle, en se professionnalisant, a développé une forte dépendance au pouvoir public qui sont les principaux contributeurs des ressources associatives. Est-ce qu'on est là dans une contradiction, dans une complémentarité, à votre avis? Non, c'est pas forcément contradictoire, si vous voulez. C'est pas une dépense, c'est un investissement, les subventions. C'est vécu par les financeurs comme une dépense et jamais comme un investissement. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis, l'action de la vie associative, elle s'inscrit dans le long terme. On ne va pas voir immédiatement les effets. Alors, certains effets, oui. Mais si vous voulez, pour moi, dans un quartier, je vais vous donner un exemple. À l'époque, sur le centre social de Bellecroix, on avait fait une opération qui s'appelait Bellecroix Cité Rock. C'est une opération qu'on a montée avec le Festival de Bourges et avec l'Association des Trinitaires à Metz. C'est quelque chose qui a permis de mobiliser tout le quartier. Et à l'époque, le groupe qui est venu soutenir ça, c'est le groupe Zebda, qui maintenant est toujours connu, je veux dire. Hein, d'accord, bon. Ah ben, ça a permis à des jeunes du quartier de fabriquer des t-shirts, de fabriquer des affiches, de faire en sorte de participer à l'installation du dispositif, de rencontrer des gens qu'ils admiraient, qui étaient les artistes. Et tout d'un coup, on a retrouvé toute la population au pied du centre social. C'est peut-être la première fois dans ce quartier, si vous voulez, qu'on a eu un concert de cette qualité-là. Et ben, tout ça, ça a permis vraiment une émulation des jeunes dans le quartier. Ça les a fédérés. Et cet argent qui a été dépensé pour ça, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, ce n'est pas un puissant fonds. Et je n'arrive pas à comprendre, moi, dans cette société, pourquoi on n'investit pas plus sur la jeunesse alors qu'elle est notre avenir. C'est un vrai paradoxe pour moi. Pascal? Oui, donc par rapport à ça, je rejoins en fait ce que dit Alain. Ce n'est pas un paradoxe, ce n'est loin d'être incompatible, et au contraire, je pense que ce partenariat est nécessaire. Comme je l'ai dit, l'animation socioculturelle a un impact politique, c'est des actions locales dans le territoire, mais comme toute association, elle a besoin de financement, et ce financement, les subventions viennent majoritairement, et très majoritairement même, des pouvoirs publics. Et ces subventions sont des investissements, c'est vrai, sur le local. Donc voilà, en tant que trésorier à l'époque du club associatif, si nous n'avions pas les subventions, on n'avait plus qu'un seul levier pour pouvoir continuer de fonctionner, c'était augmenter les cotisations. Et en augmentant les cotisations, nous fermions automatiquement les portes de notre activité à des personnes, ce qui n'était pas notre but non plus.
Et je ne pense pas que ce soit le but non plus des pouvoirs politiques. Oui, mais Pascal, le problème pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que à partir des subventions que je considère comme étant un investissement, si effectivement on n'a plus ça, il va falloir aller vers la commercialisation, d'accord? Et là, on est perdu d'avance. Disneyland, c'est mieux faire que nous, sauf qu'il ne fait pas la même chose. La finalité n'est pas la même, d'accord? Hein. Et je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que peut-être il faut qu'on regarde aussi en nous-mêmes les choses. Hein. C'est que quelquefois, parce qu'on a oublié la dimension politique de la socio-culturelle, on a fait de l'occupationnel. Mm. D'accord. Et quand je dis repolitiser le débat et sortir de certaines certitudes, c'est aussi se re-questionner aussi sur le sens des actions qu'on mène, en quoi elles ont une dimension éducative et non pas simplement une consommation des loisirs. Mais c'est vrai que pour se financer, on a dérivé malgré nous vers l'occupationnel parce qu'on a marchandisé l'action. Mais on n'avait pas d'autre choix. Ok. Moi, je pense Bien. que juste par rapport à ça, je veux dire que l'éducation populaire, elle a passé un virage de professionnalisation qui n'a pas été tout le temps aussi bien vécu partout, parce que les aides des collectivités n'ont pas été à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, si par exemple je veux faire de la danse, je vais chercher un prof de danse. Dans le temps, c'était le bénévole du coin qui venait donner amener ses compétences pour les partager contre, par exemple, contre celui qui allait lui montrer bêcher son jardin. Voilà. Et on a complètement abandonné ce sens complètement politique des choses et des échanges. On a monétarisé tous les échanges et on se retrouve aujourd'hui face à ceux qui prélèvent, comme je disais tout à l'heure, l'impôt, qui ont l'argent pour nous tenir. Et aujourd'hui, je pense que ce serait important de se repositionner en disant on est un acteur de la cité, donc on est des politiques de la cité. Et ça me paraît important. Mm. Alors, je vais relancer la question puisque justement, Océane, qui est apprenti ici au centre social, avait préparé aussi ce débat en notant en prenant des textes. J'en ai un, il vient de Olivier Prévost, qui dit l'animation socioculturelle professionnelle ne peut s'émanciper du politique. Ce serait renier son existence même puisqu'elle a pour objet l'émancipation du citoyen. Mais il précise que rien n'empêche les associations de se détacher des politiques, mais le risque est de perdre la professionnalisation et le lien avec les principaux financeurs. Alors, pensez-vous que l'émancipation du citoyen soit l'élément qui qualifie l'animation socioculturelle de politique? Et pensez-vous que seule la professionnalisation permet d'obtenir les financements du politique? Il y a des règles qui ont été mises, une réglementation qui a été toujours plus grandissante. Bon, il y a certaines fois où on en comprend les raisons, d'accord? Bon. Maintenant, si vous voulez, le fait qu'on est professionnalisé, on peut penser que ça aussi permet de gagner en qualité, mais encore que ce n'est pas démontré absolument. C'était plutôt parce que tout le monde ouvrait tout grand le parapluie pour qu'en cas de pépin, on soit couvert. Donc, effectivement, il a fallu. Ce n'était pas forcément inutile en tant que tel. Je veux dire que quand on fait de l'animation, il y a des choses qui ne s'improvisent pas. D'accord? Hein, il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Moi, je pense qu'il faut laisser l'animation socioculturelle. Effectivement, on a besoin de gens compétents, formés et peut-être professionnels. Bon. Mais ce qu'il faut renforcer, moi, dans la dimension politique, c'est les conseils d'administration. Parce que si vous voulez, quand je regarde aujourd'hui dans la vie associative, elle est tenue par des gens comme moi, qui sommes tous retraités, et qui ne nous préoccupons pas beaucoup de qui va nous remplacer. Donc, si on n'a pas, pour moi, pour repolitiser, ça serait vraiment de ce côté-là. Ça serait de dire comment on fait venir aux responsabilités dans la vie associative des personnes plus jeunes qui demain prendront la relève.
Je vous assure qu'actuellement, quand on travaille la question de la gouvernance dans les associations, ça, c'est laissé pour compte, hein. Et ça m'inquiète beaucoup plus que la professionnalisation du socioculturel, parce que là, il y a des savoir-faire, il y a des techniques qui ne s'improvisent pas, et c'était pas forcément une mauvaise chose. Moi, par rapport à la gouvernance des associations, en tout cas, quand j'ai quitté le poste de directeur sur Ville Plurielle, on avait réfléchi à des choses un peu plus ouvertes que la formalisation d'un conseil d'administration avec le nombre, avec les quotas dans les statuts. On avait incité les professionnels à ce qu'à chaque opération, il y ait un espace d'usagers. C'est-à-dire que la décision se prenait au plus près des habitants et c'est ceux qui participaient à l'action qui permettaient ben, de la gérer, de la faire remonter, de la remettre en cause, de l'évaluer et pas des administrateurs qui étaient des gens qui étaient loin du terrain. Voilà. Je pense que si on veut amener des jeunes dans les conseils d'administration, il faut leur donner complètement de pouvoir et pas essayer de dire bah, attends, tu vas apprendre, machin. Non, il faut essayer de leur laisser la place qu'il aurait dû. Et c'est vrai que il y a des gens qui, effectivement, dans les conseils d'administration, il y a des gens comme moi ou très peu de jeunes sont autour de la table, même si dans les statuts, on met qu'on peut être dans un conseil d'administration à 16 ans. Moi, j'en ai très peu vu, quoi. Voilà, j'en ai très peu croisé et j'en ai très peu attiré et c'est très compliqué. Même si, par exemple, nous, notre conseil d'administration était d'une vingtaine de personnes, mais on avait à peu près une centaine de personnes qui étaient dans des espaces d'usagers sur des maisons de quartier, sur des voilà. C'est-à-dire que même le multi-accueil avait son espace d'usager, avait sa forme de gouvernance en interne. Oui, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée de bénévoles, d'accord? C'est les expériences telles qu'elles viennent d'être décrites qui permettent aux gens de mettre les pieds à l'étrier. Et certains de ceux-là iront progressivement, pas forcément tous, mais vers la prise de responsabilité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer simplement comme dimension celle du conseil d'administration. Il faut qu'il y ait de la convivialité, il faut qu'il y ait de la prise de responsabilité, et ça peut se faire en dehors d'un conseil d'administration. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Je crois que nous arrivons au terme de ce débat. Il est déjà 11h25. Pour le finir, moi, je vous propose à chacun d'entre vous de dire un dernier mot, faire une synthèse de tout ce qu'on vient d'évoquer. Voilà. Pascal, vous voulez démarrer? Oui, je peux démarrer. Donc, déjà, merci à tous. C'était très intéressant. Moi, je reste donc convaincu que finalement, ça reste un partenariat, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On posait tout à l'heure la question de savoir qui dépendait de l'autre. En fait, je pense que chacun dépend de l'autre. L'animation socioculturelle a besoin de la politique pour les subventions ou les moyens financiers, quels qu'ils soient, les ressources qui peuvent être mises à disposition. Et les politiques ont besoin de l'animation socioculturelle pour pouvoir mener des actions sur le terrain en local. Ensuite, on a parlé souvent de cette notion de projet, appel d'offres. C'est aussi pareil, là je rejoins ce que vous disiez Jean-Luc, les acteurs sur le terrain, au local et au plus près des habitants qui peuvent venir chercher. Je vous parlais tout à l'heure de savoir qui allait faire l'étude et voir quels étaient les besoins de la collectivité, du groupe, du quartier. Et donc, c'est ces personnes-là qui doivent pouvoir aller voir au travers des échanges lors du multi-accueil ou quoi, qui vont pouvoir sentir et voir et référencer un peu ces besoins pour pouvoir mener une action qui est adaptée et personnalisée au quartier et au terrain. Je ne pense pas
que ce soit aux politiques d'imposer le projet, puisque chaque territoire aura sa spécificité. Mais le politique doit accompagner. Voilà. Merci Pascal. Jean-Luc? Oui, donc moi c'est un peu dans le même sens que Pascal. Je pense qu'ils doivent s'inscrire dans un respect mutuel. On doit chacun respecter la place de l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, le monde associatif doit aussi se réapproprier des choses. Ils ne doivent pas se laisser traiter comme une marchandise. Ils ne doivent pas aussi se dire qu'on abandonne le sens politique de la réflexion, et ça, c'est important. Il faut aussi qu'on se dise que si on veut se défendre ces idées-là, il faut se fédérer, parce que les fédérations sont aujourd'hui en danger. On n'a pas parlé d'un niveau fédéral, mais en tout cas, on ne peut pas défendre une idée des centres sociaux ou bien d'autres idées, hein, que ce soit avec les Franca, les MJC, les fédérations d'œuvres laïques, la FOL et tout ça. Il y a bien une démarche de fédération, et ça, on l'oublie souvent au local, parce qu'on est tellement le nez dans le guidon qu'on ne regarde pas ce qui se passe au-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas abandonner ce côté-là. Et on ne peut pas se faire traiter comme des marchandises sans arrêt, quoi. Il faut aussi que les politiques, puisqu'en général, les politiques, ils ont connu leur première expérience dans l'éducation populaire. Ils ont fait leur première colo, ils ont été faire leur premier centre de loisirs, où ils ont pris leur première place à ce qu'ils étaient trésoriers, secrétaires d'une association. Donc, qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. C'est bien l'éducation populaire qui a formé le citoyen qu'il est devenu, il a voulu être élu, il a pris une autre place, mais en tout cas, il s'est émancipé. Hein, il a l'émancipation du citoyen, voilà. Et il s'est aussi, il a grandi grâce aux autres et grâce à l'échange qu'il y a pu avoir dans l'éducation populaire. Alors je pense que ce côté-là, il ne faut pas l'abandonner et il faut se battre. Et se battre, c'est de la revendication. Et il faut que les élus admettent qu'une association puisse revendiquer. Merci Jean-Luc. Oui, moi je suis assez d'accord. Bon, je pense qu'il y a effectivement une interdépendance, hein, entre le politique et la vie associative. Hein. Je pense que l'objectif n'est pas de les monter les uns contre les autres, bien au contraire, c'est plutôt de dire comment on établit des médiations. Je pense que le rôle d'un centre social, c'est de mettre tous les acteurs, les partenaires autour de la table pour justement établir ces médiations. Je suis entièrement d'accord avec le fait qu'il faut aussi s'appuyer sur la vie fédérative, hein, sur les mouvements d'éducation populaire, hein, parce que c'est aussi eux qui auront comme interlocuteur l'État, par exemple, ou les ministères, d'accord, hein, et que c'est vrai que souvent, quand je suis moi-même président de l'Union des centres sociaux, l'URAGE Grand Est, hein, et c'est vrai que quelquefois, je me plains que les adhérents ont peu de soucis de la vie fédérative. Et il faut mobiliser en permanence, hein, et que seulement quand il y a un pépin, quand vous regardez, quand le président du Conseil général de Moselle a supprimé les financements au FJT de Moselle, c'est bien parce qu'on a pu établir par la fédération, hein, l'Union, hein, un dialogue avec le président du conseil départemental, qu'il a rétabli les aides. Et pour ça, on n'est pas parti forcément en guerre, on est rentré dans un dialogue contradictoire, d'accord, où on lui a donné nos arguments qu'on avait élaborés collectivement et où on a été entendu. Donc, c'est pas nos ennemis, les politiques, d'accord. Et l'éducation populaire, il ne faut pas qu'elle se présente systématiquement comme un contre-pouvoir, parce que ça fait un peu peur, ça, d'accord, hein, même si de fait, elle peut jouer ce rôle-là. Et comme toute organisation, la société, c'est aussi une forme d'organisation. Les organisations fonctionnent bien quand les contre-pouvoirs fonctionnent bien. Merci. On a bien compris que effectivement votre souhait et votre vision est de faire en sorte que les différents pôles que sont le citoyen, le politique, l'éducation populaire, l'animation socioculturelle soient plutôt fonctionnent comme une mécanique plutôt que en termes d'opposition. C'est notre vœu aussi. En tous les cas,
ce débat avait pour objectif de permettre à chacun d'avoir des éléments de réflexion, d'acquérir, d'être à l'écoute des autres, justement, comme le veut l'éducation populaire, dans une dynamique d'échange. Je profite donc de l'occasion pour remercier nos invités, Pascal, Jean-Luc, Alain, mais aussi Nadège et Yann qui sont là, qui ont assuré la technique, Océane qui a préparé les textes, et toutes les personnes qui nous ont suivis sur YouTube. Et vous étiez quand même quelques-uns. Sachez que cette vidéo est enregistrée et repassera sur YouTube à plusieurs moments. Je ne sais pas à quel rythme, mais elle repassera. Cette action était notre dernière action. On la voulait sereine, calme, réfléchie. Je pense que nous y sommes parvenus. Et maintenant, nous sommes en attente de la décision de la CAF pour connaître la suite des événements. On vous remercie tous vivement d'avoir participé à ce moment et j'espère à très bientôt à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pascal voulait parler. Non, c'était un pied cap pour plaisir. Ok, merci.